Bonsoir à tous. Donc ce soir, nous voyons les transformateurs, les piles et les accumulateurs. C'est la première partie du chapitre 3. Vous avez ici les vidéos complètes que je vous recommande quand même de voir si vous connaissez pas bien ces instruments-là. C'est la page 53 du cours au format PDF. Et donc là, le cours en HTML qui est la même chose mais présenté en, en ligne. Voilà. Donc on va voir ces trois sujets avec pas mal de questions d'examen, essentiellement sur les transformateurs, très peu sur les piles et les accumulateurs. Donc un transformateur, c'est un cas particulier de bobines qui sont couplées. Donc on a déjà vu les bobines dans les cours précédents. Et donc ces bobines sont enroulées sur le même circuit magnétique. Voilà. De ce fait, l'énergie présente ici au primaire, elle est restituée au secondaire, et dans le cas du transformateur parfait, qui est le seul au programme de l'examen, évidemment, les vrais transformateurs, les transformateurs de la vraie vie ne sont pas parfaits, et donc il y a une petite perte de puissance entre ce qu'il y a à l'entrée et ce qu'il y a en sortie. Ici, on appelle ça le primaire, et la sortie, on appelle ça le ou les secondaires. Donc, le principe du transfo, c'est que l'énergie qui est appliquée au primaire, on la récupère sur le secondaire. Évidemment, un transformateur ne fonctionne que s'il y a du courant alternatif, puisque pour que le champ magnétique soit induit dans le secondaire, il faut que il y ait un changement dans la valeur du courant, et donc ce soit un courant périodique. Et si possible, sinusoïdal. Les fabricants de transfo font en sorte que leur transfo fonctionne parfaitement en courant sinusoïdal, et ils fonctionneront un peu moins bien si le courant n'est pas sinusoïdal. Les caractéristiques des transfos, en fait, c'est le nombre de spires qu'on a au primaire et au secondaire, et ce rapport de spires va déterminer la tension présente, le rapport des tensions présentes entre ce qu'il y a au primaire et ce qu'il y a au secondaire. Plus le nombre de spires est complètement proportionnel à la tension présente de chaque côté des deux bobines de mon transformateur. Comme mon transfo a la même puissance au primaire et au secondaire, de ce fait, l'intensité, elle est inversement proportionnelle au nombre de spires. C'est-à-dire que si vous avez un nombre de spires plus faible au secondaire, vous aurez plus d'intensité qu'au primaire, mais par contre, vous aurez moins de tension qu'au primaire. Donc voilà, l'intensité, elle est inversement proportionnelle au nombre de spires. La tension, elle est complètement proportionnelle au nombre de spires. Et il y a un troisième élément dont on parle dans la loi d'Ohm, c'est la résistance, et plus précisément l'impédance. Et donc l'impédance, elle, comme ma tension, elle est proportionnelle et que mon intensité est inversement proportionnelle, le rapport des impédances va être proportionnel au carré du rapport des spires. Voilà, donc il faut avoir ça en tête. Ici, il y a un petit tableau qui permet, pour ceux qui veulent se rassurer,
Mais normalement, voilà, on devrait pouvoir s'en sortir sans ce tableau-là. La première ligne, là, c'est, en fait, on a ici des rapports qui sont proportionnels. C'est-à-dire que si je prends deux couples, par exemple ici le nombre de spires et l'intensité, eh bien je peux utiliser ici le produit en croix pour calculer une des inconnues, sachant que j'ai les trois autres. Voilà, donc on va faire quelques petits exercices tout à l'heure avec ce tableau-là, mais sinon on peut le faire aussi de manière un peu plus intuitive. Juste une question de vocabulaire, la puissance qui est délivrée au secondaire, elle n'est pas donnée en watts, mais elle va être donnée en volt-ampère. Voilà. Donc, mais quand on multiplie les tensions par les intensités, on est bien d'accord que ça donne des watts. Mais les watts, c'est plutôt des watts consommés. Quand on parle de watts, on parle de chaleur, de puissance délivrée dans un moteur, etc., etc. Et donc là, pour éviter parce que là, ce que l'on a, c'est une puissance délivrée, et donc on va utiliser le terme de volt-ampère. Et enfin, le rendement, qui est cette espèce de lettre N, qui est la lettre E eta en grec, c'est le rendement du transformateur. Et le rendement du transformateur, c'est le rapport entre la puissance au secondaire divisé par la puissance au primaire. Tout simplement. Et évidemment, le rendement ne peut pas être supérieur à 100%. Deuxième point, dans le cours, le deuxième point, le 3.2, c'est le transformateur non parfait. Mais il n'y a pas de question dessus puisque c'est pas au programme de l'examen. En revanche, on en parle un peu dans le cours, donc si ça vous intéresse, vous pouvez jeter un œil. Deuxième point, ce sont les piles et les accumulateurs. J'ai très peu de questions dessus. Donc, piles et accumulateurs, ce sont des réserves de courant continu. Ça emmagasine l'électricité grâce à une réaction chimique. Encore une fois, si vous voulez plus de détails, vous vous référez soit au PDF ou à la vidéo de détail où je vous montre une pile de fabrication maison. Voilà, donc la représentation schématique ici, le trait le plus long ici, c'est là où il y a le plus, et le trait le plus court, c'est là où est le moins. Une pile, ce n'est qu'une source, donc ça ne marche que dans un sens, alors que l'accumulateur, c'est une source ou une charge selon qu'on le fait débiter ou qu'on le recharge. Quand on le recharge, évidemment, ça devient une charge. Et quand il le débite sur une résistance, comme par exemple ici, ou une charge, évidemment, ça devient une source. Les piles et les accumulateurs ont des caractéristiques qui leur sont propres, dont la force électromotrice, qui va être non pas donnée avec un U comme tension et tension, différence de potentiel, mais là c'est au contraire un générateur, donc pour ne pas confondre, ça donne des volts évidemment, pas de débat, mais par contre on va appeler ça E, qui est la tension lorsque la pile n'est pas branchée et ne débite pas. Donc c'est sa force électromotrice. Et cette tension, elle va être variable en fonction de la constitution chimique des électrodes. Donc, encore une fois, vous vous référez au cours pour avoir au cours et au détail pour avoir quelques informations sur les constitutions chimiques des électrodes. Comme on a la force électromotrice, pour les piles, dans les accumulateurs, on a la force contre-électromotrice, c'est-à-dire c'est la tension qui est nécessaire pour que la réaction chimique s'inverse
et que l'accumulateur se recharge. Donc cette force contre-électromotrice, elle est toujours supérieure à la force électromotrice. Deuxième point, c'est la résistance interne de la pile ou de l'accumulateur. Alors les accumulateurs ont une très faible résistance interne. C'est quoi cette résistance interne? C'est la résistance chimique finalement de la pile. Ça peut être de l'ordre d'une dizaine d'ohms pour les piles salines, les 1 volt 5, la saline, et ça augmente au fur et à mesure que la pile se décharge. En fait, c'est la résistance chimique du bain électrolytique et des électrodes qui font qu'il y a une petite perte de tension lorsque la pile, elle débite. Donc c'est pour ça qu'on parle de force électromotrice, où la pile ne débite pas, on mesure sa tension à vide, et sa résistance interne, où là, elle peut avoir une tension à ses bornes plus faible que la tension, sa tension, lorsqu'on l'a mesurée à vide. Dernier point, la capacité d'une pile. Donc ça, on revient à ce qu'on avait vu dans les premiers temps. Donc ça se mesure en coulombs et plus souvent en ampères-heure. Et donc, tout au moins sur les accus, c'est souvent indiqué en ampères-heure. Et l'ampère-heure, je rappelle, c'est 3600 coulombs, puisque un coulomb, c'est 1 ampère par seconde. Voilà, et comme il y a 3600 secondes dans une heure, eh bien, 1 ampère-heure, ça fait 3600 coulombs. Et évidemment, les quelques questions que l'on a eues, elles vont se solutionner avec la loi d'Ohm, puisque cette résistance interne, là, qui va nous perturber, on va appliquer la loi d'Ohm pour calculer cette résistance interne et définir la chute de tension complémentaire lorsque la pile va débider sur une charge. 2 séries ce soir, la série 54 uniquement consacrée à ce chapitre, et la série 55 sur tout ce que l'on a vu depuis le début. Alors, hop. Ah, j'étais resté là, c'est pas grave. Alors, le choix d'une série, on a dit c'était la 54 et 55. Hein. Alors, il est où? Mon PDF 54 et 55, sans être certain. 54 et 55, yes. Donc c'est celui-là, choix d'une série, 54, et on prendra 55 après. Hop. Donc, nous revenons sur les transfos. Voilà. Quelle est la puissance dissipée dans la résistance R? Là, en fait, j'ai la même puissance au primaire qu'au secondaire. Donc, si je calcule ici ma puissance au primaire, hein, IP, c'est la intensité au primaire. Ici, j'ai 100 volts. Je me contrefous ici du nombre de spires, puisque je vais pouvoir calculer ça. On va voir que ça donne la même chose si on s'amuse à calculer les tensions et intensités au secondaire. Donc ici, ça me fait 100, alors hop, calculette. Hop. 100 fois 350 exposant moins 3. Ça me fait 35 volts. Voilà. Autre manière aussi, ici je vois que j'ai un rapport ici de 1 à 10. Donc ici j'aurai 10 fois moins de tension au secondaire. Donc ça me fait donc 10 volts. Et je vais avoir 10 fois plus d'intensité
donc 3,5 ampères, sur mon secondaire. Et donc la puissance au secondaire, que je peux calculer maintenant, c'est donc 10 volts multiplié par 3,5, puisque P égale U multiplié par I. Et ça me fait encore 35. Heureusement, j'ai été un peu plus... Enfin voilà, c'est un peu plus compliqué, un peu plus long, mais ça marche aussi. Et si je veux vraiment calculer ici avec mon tableau ici, pour calculer la tension ici au secondaire, donc tension au secondaire, j'ai la tension au secondaire et le nombre de spires. Donc tension au secondaire, c'est égal au nombre de spires au secondaire multiplié par la tension au primaire divisé par le nombre de spires au primaire. On va faire ça. Donc nombre de spires au secondaire 100. Je multiplie par la tension au primaire 100 et je divise par le nombre de spires au primaire 1000. Ça me fait bien mes 10 volts que j'avais tout à l'heure. Et si je prends maintenant l'intensité, donc l'intensité au secondaire, c'est égal à l'intensité primaire multiplié par le nombre de spires au primaire divisé par le nombre de spires au secondaire. Donc en fait là je reprends mon produit en croix, hein, comme j'avais l'habitude de faire, avec des rapports proportionnels. Donc mon intensité au secondaire, l'intensité au primaire, 0.350, enfin 0.35, 350 mA, multiplié par le nombre de spires au primaire, multiplié par 1000, divisé par le nombre de spires au secondaire, et ça me fait bien mes 3,5 que j'avais tout à l'heure. Donc voilà à quoi sert ici ce petit... ces rapports proportionnels. Et ici, vous avez n étant le rapport de transformation, et en face, il y a le nombre 1, évidemment. Attention ici à la racine carrée quand on utilise l'impédance, puisque si on masque ici la racine carrée, il faut mettre toutes les autres valeurs du produit en croix au carré. Suivant, alors, puissance dissipée dans R, ben, encore une fois, 220 fois 0,5, je sors pas ma calculette quand même, ça me fait 110 watts. Et le nombre de spires, encore une fois, ne me sert à rien. Ici, il y a bien marqué transformateur parfait. Tout va bien. Quelle est la tension au primaire? Donc ici, je peux utiliser, si je veux, mon petit tableau, sinon on peut le faire intuitivement. On voit ici que le transformateur est élévateur, donc au primaire, il y a moins de tension qu'au secondaire. Moins de tension, combien précisément? Ben, c'est le rapport du nombre de spires. On voit qu'il y a 2 fois plus de spires au secondaire qu'au primaire, donc il y aura 2 fois moins de spires au primaire, donc 15 volts. Si je veux m'amuser, je peux utiliser aussi ce tableau-là. Donc ma tension au secondaire, elle est ici. J'ai aussi la tension au primaire que je cherche, elle est ici. Et j'ai aussi le nombre de spires ici et ici. Donc ma tension au primaire, c'est la tension au secondaire multipliée par le nombre de spires au primaire, divisé par le nombre de spires au secondaire. On va le faire. Alors, 30 multiplié par le nombre de spires au primaire, 60, divisé par le nombre de spires au secondaire, 120. Voilà, 15. On a bien les 15. Voilà, intuitivement, c'est quand même, on doit pouvoir s'en sortir sans utiliser la calculette.
quelle est la tension au primaire? Alors ça, c'est quand même un peu tordu. Alors, quelle est la tension au primaire? La seule manière d'y arriver, là, c'est de calculer la tension secondaire et d'utiliser après le rapport proportionnel. Donc ça, c'est... Voilà, il y a un peu de boulot là-dessus quand même. Donc, au secondaire, U égale à R multiplié par I, 250 fois 40 mA, exposant moins 3, ça me fait 10 volts. 10 volts au secondaire, donc 10 volts au secondaire, donc au primaire, je vais avoir 7 volts 5, c'est complètement proportionnel. Je peux aussi utiliser ce petit tableau, mais voilà, on va avancer un petit peu une fois que vous avez compris comment il fonctionnait. On reviendra dessus quand on parlera des rapports d'impédance. Donc ici, 75-25, donc le transfo est abaisseur. Il divise par 3 la tension, puisqu'il y a 3 fois moins de spire. Donc c'est 5 volts. Quelle est la tension au secondaire? Donc 150 et 100. Et ici 300, donc le rapport ici, faut diviser par 1,5. Donc ça me fait 200 volts. Voilà, on peut le faire à la calculette si on le sent pas. Donc la tension au secondaire, on a la tension au secondaire, le nombre de spires. Donc la tension au secondaire, c'est nombre de spires au secondaire, 100, multiplié par la tension au primaire, 300, divisé par 150, nombre de spires au primaire. Ça fait bien 200, tout va bien. Courant dans le primaire. Courant dans le primaire. Donc là, j'ai 100 watts. Donc si j'ai 100 watts au secondaire, j'ai 100 watts au primaire. Et 100 watts au primaire, I est égal à P sur U. P 100 watts, U 100 volts. Donc I égale 1 ampère. Est-ce que je pourrais faire... alors je peux faire avec la loi de Ohm, si on veut s'amuser, être très tordu. Donc ici j'ai 100 volts. Quelle tension j'ai au primaire? Donc j'en ai 2,5 fois moins, puisque ici j'ai 2,5 fois moins de spire, donc j'aurai 2,5 fois moins de tension. Donc 100 divisé par 2,5, ça me fait 40. 40 volts. Quelle est l'intensité avec une puissance de 100 watts et une puissance de une puissance de 100 watts et une tension de 40 volts. Donc I est égal à P sur U. P 100 divisé par U 40. Donc j'ai 2,5 ampères. 2,5 ampères. Et ici, j'ai un transformateur abaisseur. Donc ici, j'ai 2 fois plus d'intensité qu'au primaire. Au secondaire, j'ai 2 fois plus d'intensité qu'au primaire. Donc, ce 2,5, je divise par 2,5, mon rapport de transformation, et ça me donne 1 ampère, comme tout à l'heure. On est passé par des chemins détournés, mais on y est arrivé quand même.
et en utilisant uniquement la loi d'Ohm. Et cette histoire-là de rapport de transformation qui est proportionnelle proportionnelle au nombre, la tension est proportionnelle au nombre de spires et l'intensité est inversement proportionnelle au nombre de spires. Courant dans le primaire. Donc ici, j'ai un transformateur élévateur, j'ai 2 fois plus de spires, donc j'aurai 2 fois moins de courant. Et si j'ai 500 mA, ici, j'aurai donc 1 ampère. On peut le faire aussi avec les, le petit tableau là. Donc l'intensité au secondaire, c'est le nombre de spires. Alors, on va commencer par celui-là. Intensité au primaire. Alors, je veux l'intensité au primaire. Donc, c'est l'intensité au secondaire. Donc, 0,5, on va y arriver. Multiplié par le nombre de spires au secondaire, 5000, que je divise par le nombre de spires au primaire, 2500. Oula, là, j'ai dû rater quelque chose. Qu'est-ce que j'ai pas fait? 0,5 multiplié. Là, j'ai le multiplié qui est raté. Et voilà, donc 1 ampère, comme je disais tout à l'heure. Intensité au secondaire. Donc l'intensité au secondaire, j'ai 300 watts. Il faut réfléchir un petit peu quand on a ce genre de problème. Donc j'ai 300 watts ici au primaire. Donc j'ai 300 watts au secondaire, pas de problème, puisque le transformateur est parfait. Donc I est égal à P sur U. I est égal à P sur U, P 300. 300 divisé par 75, je vais peut-être pas sortir la calculette, ça me fait 4 ampères. Calculer l'intensité dans la résistance. R. Alors, ici j'ai 1000 spires, 100 spires. J'ai 220 volts. Donc ici j'ai 22 volts. Prorata du nombre de spires. Quelle est l'intensité? I est égal à U sur R. 22 divisé par 220, 100 mA. J'ai 0,1 ampère qui fait bien 100 mA, c'est bien la même chose. Donc ça, c'est plus une histoire, je dirais, de loi d'Ohm qu'autre chose. Hein. Nombre de spires de l'enroulement primaire. Donc ça, ce schéma, il est assez moche, hein, parce que normalement, pour faire bien, tout devrait être jaune ici à l'intérieur. Nombre de spires de l'enroulement primaire. Donc là, j'ai une impédance. Donc 600 ohms, 10 ohms. Alors là, on va se régaler avec celui-là. Donc j'ai les impédances et j'ai le nombre de spires. Ok. Donc ça, c'est... J'ai la racine carrée, donc il faut qu'ici que je vais prendre donc le nombre de spires au secondaire au carré et le nombre de spires au primaire au carré. Ce que je veux... Voilà. Alors, donc je vais obtenir un nombre de spires du primaire au carré. Puisque c'est ça que je veux. Donc le nombre de spires du primaire au carré. Donc il faudra bien que je prenne la racine carrée du résultat que j'ai trouvé. Donc le nombre ici, l'impédance de ma sortie, 600.
multiplié, non, nombre de spires au primaire. Donc c'est ça qu'il faut, donc c'est le nombre de spires au secondaire, pardon, qu'il faut que je prenne. Donc c'est 200 fois 200. Multiplié par l'impédance au primaire, fois 10. Que je divise par mon impédance au secondaire, 600. Et là, c'est 666. Ça, c'est donc le nombre de spires, mais au carré. Donc il faut que je prenne la racine carrée de 666. Racine carrée de 666. Ça me fait 25,87 et j'ai 26. Donc celle-là, elle est très tordue. Mais voilà, une fois qu'on a compris ce système-là, c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur sur ces couples-là de rapports proportionnels, que vous ayez bien ça en tête et savoir les faire fonctionner surtout. Bon, si celle-là vous pose problème, vous inquiétez pas, il n'y en a quand même pas tant que ça. Voilà. Dans un transformateur, on a une tension de 220 volts au primaire et 1100 volts. Au secondaire, on a 40 volts. Quel est le nombre de spires au secondaire? Donc, ce que l'on va avoir, c'est U et le nombre de spires. Le nombre de spires au secondaire, ça va être la tension au secondaire multiplié par le nombre de spires au primaire divisé par la tension au primaire. On est parti. Donc, nombre de spires au secondaire. Tension au secondaire, 40 volts. Multiplié par le nombre de spires au primaire. Divisé par la tension au primaire. Donc ça me ferait 200 spires. Voilà, encore une fois, c'est... Enfin, intuitivement, celui-là, je vous déconseille de le faire parce que c'est assez tordu. Voilà, faut utiliser la calculette, il n'y a que ça. Et avec la calculette, utiliser ce tableau-là parce que c'est... Autre manière aussi, on peut... alors, quelle est l'autre manière? On fait le rapport des tensions, donc 220, pardon, l'inverse, 40 divisé par 220. Donc ça me donne le rapport de transformation, donc 0,181. Et ça, je le multiplie par le nombre de spires au primaire, et ça va me donner mon nombre de spires au secondaire. Multiplié par 1100, et ça me donne bien 200. Voilà, c'est une autre manière, un peu plus réfléchie, je dirais, mais les deux fonctionnent pas trop mal. Quelle est l'impédance au primaire? Donc on revient avec nos histoires là d'impédance, de transformation d'impédance. Donc impédance au primaire, donc c'est ZP qu'il faut connaître. Donc je mets tout ça au carré. Alors, hop, tout ça au carré, ce qui veut dire que je prends N, enfin tout ça, oui, tout au carré, donc ça me donne l'impédance au secondaire. Ici, le nombre de spires au secondaire au carré et au primaire au carré. Donc, on y va. Alors, ZS4 multiplié par le nombre de spires au primaire au carré. Au carré. Et je divise par le nombre de spires au
primaire, au secondaire au carré. Et ça me donne 3600 ohms. Je peux le calculer d'une autre manière, intuitivement. Je vois qu'ici j'ai un rapport ici de 30, j'ai 30 fois plus de spire au primaire qu'au secondaire. Donc, en termes de rapport de transformation, c'est donc 30 fois 30, ça me fait 900. 900 fois 4, je vais donc avoir ici 3600 ohms. J'ai bien la même réponse de manière intuitive et avec les formules. Là, c'est le même raisonnement. Ici, j'ai un rapport de 20. Donc 20 fois 20, 400. 400 fois 4, 1600. Et je peux aussi utiliser, mais on vient de le faire là, avec les rapports de proportionnalité. Ça fonctionne de la même manière. Quel est le rapport de transformation? Ici, on voit bien, c'est 0,1. Hein. On est abaisseur. Donc c'est 15 divisé par 150. Et c'est pas 10. 10, c'est dans l'autre sens, si on avait ces valeurs-là, mais inversées. Ici, c'est toujours le primaire en entrée, le secondaire ici est toujours à droite. Enfin, tout au moins dans les représentations classiques. Rapport de transformation. Donc là, je suis en ampères, donc mon rapport de transformation, alors soit je le fais intuitivement, c'est-à-dire que là, je vois qu'il y a plus d'intensité, donc c'est un transformateur abaisseur. Abaisseur, à chaque fois, on fait référence à la tension. Donc en fait, là, c'est un abaisseur, et donc c'est donc qu'il faut faire 3 divisé par 5. 3 divisé par 5, ça me donne donc 0,6. Mais je peux aussi utiliser ici les rapports ici. Donc N, c'est ce que je veux chercher. J'ai l'intensité. Donc je fais intensité au primaire, 3 multiplié par 1, divisé par l'intensité au secondaire. C'est ce que j'ai exactement, c'est exactement ce que j'ai fait. Donc 0,6. Résistance interne de la pile. Donc quelques questions sur les résistances internes. On voit ici, donc on a 10 mA et une tension de 8 volts, alors que la force électromotrice, elle est de 9 volts, c'est-à-dire qu'à vide, ma pile, elle me fournit bien mes 9 volts, mais lorsque je mets cette résistance-là qui me débite 10 mA, ma tension chute et arrive à 8 volts, ce qui veut dire que ma résistance interne, qui n'est pas indiquée, mais qui est là, dans ce coin-là, à l'intérieur de ma pile, elle m'a consommé 1 volt. 1 volt avec 10 mA, donc c'est une résistance qui fait 100 ohms. Ma pile, elle est sérieusement déchargée. Parce qu'avoir généralement, la résistance interne des piles, c'est une dizaine d'ohms. 100 ohms, c'est qu'elle est quasiment complètement déchargée. Un peu la même idée ici, quelle est la force électromotrice de la pile? Ensemble, ici, on a mesuré donc cette résistance interne, elle fait 10 ohms. En série avec cette résistance qui fait 190 ohms, ça me fait 200 ohms. 200 ohms et 40 mA. Ma force électromotrice, c'est donc 200 fois 40 exposant moins 3. Ça me fait 8 volts. Ça me fait 8 volts. Et en fait, sur ma
résistance, là, c'est pas 8 volts que j'ai, c'est un peu moins. Je vais cocher 8 déjà. C'est un peu moins puisque c'est non pas 200, mais c'est 190. Voilà, c'est 7 volts 6 que j'ai sur ma résistance là. Et donc finalement, ma résistance interne là, elle m'a consommé 400 millivolts, 0,4 volts. Quelle est la capacité de la pile si elle fonctionne pendant 5 heures? Donc 100 mA pendant 5 heures, ben ça me fait 500 mAh. Est-ce que je l'ai? 500 mAh, je l'ai pas. Alors 500 mAh, donc 0,5 multiplié par 3600 pour avoir des coulombs. Ah, ça marche pas. 0,5 multiplié par 3600, ça me fait 1800 coulombs. Alors on peut le faire aussi d'une autre manière, puisqu'on voit qu'on a 100 mA. Donc si je fais 100 mA, 10 puissance moins 3, multiplié par 5 heures, multiplié par 3600 secondes, ça me donne donc 1800 coulombs. Combien de temps fonctionne la pile, sachant que sa capacité est de 6 ampères heure? Alors là, donc, combien de temps va fonctionner la pile? Alors déjà, quelle est l'intensité débitée par ma pile? L'intensité débitée, force électromotrice 10 volts, résistance 1000 ohms, donc I est égal à U sur R. Donc 10 volts divisé par 1000, ça me donne donc 10 milliampères. 10 milliampères et j'ai 6 ampères heure. Alors, 10 milliampères. Alors, si je fais 6 ampères heure divisé par 0,001, 6 divisé par 0,01, donc mes 10 milliampères, ça me fait 600 heures. Voilà, c'est quand même parce que je suis en ampères heure. J'aurais pu aussi avoir une capacité en coulomb, et dans ce cas-là, il aurait fallu que je me retrouve avec des secondes. Voilà. Donc ça va fonctionner pendant 600 heures, ce qui est quand même pas mal. J'ai répondu à toutes les questions. Voyons les réponses. On est bon. On va se faire la deuxième série. Hop là, choix d'une série. La numéro 55. On commence. Je réduis. Hop, je me mets sur la synthèse. On va commencer au départ. C'est mieux. Que mesure-t-on? Alors voilà, quand on est là, on mesure une tension. Ah, c'est par référence à ce chapitre-là. Alors il y en a qui me diraient qu'on peut aussi mesurer l'énergie, ça veut pas dire grand-chose. L'intensité, non. Le courant c'est trop vague, donc
Voilà, donc la seule bonne réponse c'est tension. Quelle est la puissance dissipée? Donc ça c'est ma loi d'Ohm. Voici mes triangles de la loi d'Ohm. Donc P est égal à UI, donc 127 multiplié par 0,5. Je prends pas ma calculette, mais voilà, 63,5, ça me semble pas mal. Quelle est la formule exacte? Alors, P égale U2 sur R. Elle est là, elle est bonne. U est égal à R divisé par I. Non, U égale à R multiplié par I. Donc je pense que c'est celle-là qui va pas être bonne. Tension est égale à racine carrée de P divisé par R. La tension est égale à la racine carrée de P multiplié par R. Donc celle-là est fausse. Alors quelle est la formule exacte? Mais c'est celle-là. C'est pas la formule fausse, c'est la formule exacte. Donc celle-là, elle n'est pas bonne. Et celle-là, on va redescendre. Où est-ce qu'elle est? Ça, c'est divisé par S. C'est cette formule-là. Mais on divise par S. Donc c'est cette première-là qui est bonne. Faut pas se planter entre les formules exactes et les formules fausses. J'allais tomber dans le panneau. La valeur des résistances. Violet, noir, marron. Violet, 7. Noir, 0. Marron, 1. Donc 1, 0 qui suit mes deux chiffres significatifs. Donc 700 ohms. Vert, jaune, rouge. Vert, 5. Jaune, 4. Rouge, 2. 54 et 2 0, 5400. 5400. Valeur du courant, donc là j'en suis arrivé à ici ma loi des nœuds et des mailles, en l'occurrence c'est un nœud. Si j'ai 1,5 mA dans ma troisième branche, là, c'est que ici j'ai 1 ampère et ici 0,5. Hein, pour que arriver après ici ce point-là, j'ai bien 1,5 ampères. La résistance équivalente, on reprend la calculette qui est passée où? Elle est passée où ma calculette là? Ah, elle s'est arrêtée. Elle s'était arrêtée. Pas bien. Alors, hop, toc. Hop. Donc, ma résistance équivalente, c'est produit sur somme. 20 fois 5 divisé par 25. Ça me fait 4 ohms. C'est un chiffre rond pour une fois. Pas besoin d'arrondir. Tout va bien. Ici, donc, c'est mes histoires de pont de Wheatstone, donc de rapport proportionnel. Intuitivement, là, je vois que j'en ai 5 fois plus. Donc ici, je dois en avoir aussi 5 fois plus. Donc ça me fait 10 kOhms pour que ce soit équilibré. Dans ce sens-là, je divise par 1,5. Et là aussi, si je divise par 1,5, 15 divisé par 1,5, ça me fait 10. Donc je peux le faire dans les deux sens. Hein. Donc choisissez le sens qui est le plus facile. Alors, calculer l'intensité dans R1. Donc j'ai déjà l'intensité totale, moins l'intensité qui va passer dans cette deuxième résistance-là. Quelle est l'intensité qui va passer là-dedans? Alors ma calculette qui est encore partie.
Hop. Alors, I est égal à U sur R. U24 divisé par R 1,2 exposant 3. Donc j'ai 20 milliampères. Si j'ai 20 milliampères, dans cette résistance-là, je vais avoir 10 milliampères qui vont passer dans R1. 10 milliampères. On ne demandait pas de calculer la valeur de R1. Mais si on avait besoin de la calculer, dans une autre question, comme cette résistance, elle voit passer 2 fois moins de courant que la résistance, que cette deuxième résistance, automatiquement, elle aura une valeur 2 fois plus petite. Voilà. Ou autre manière aussi, comme j'ai la tension et l'intensité, donc R est égal à U sur I, U24 divisé par 10 milliampères, on arrive encore à 2400 kOhm, donc une valeur 2 fois supérieure, puisque l'intensité, elle est 2 fois inférieure. On continue. Fréquence d'un signal de période 6 microsecondes. Alors, hop. La période, toc, fréquence, c'est 1 divisé par, enfin 1 divisé par le temps d'une période. 1 divisé par 6 exposant moins 6, ça me fait 166 ou 167 kHz, puisque c'est 10 puissance 3. 167 kHz, je l'ai. Une résistance de 75 ohms est parcourue par un courant de 2000 ampères efficace. Quelle est la tension en valeur maximum à ces bornes? Alors, on y arrive là. Donc, U est égal à R multiplié par I. Donc, 75 multiplié par 2 exposant moins 3. Ça me fait 150 millivolts. Et pour avoir une valeur max, là je suis en valeur efficace, et pour avoir une valeur maximum, il faut que je multiplie par 1,414. Multiplié par 1,414. Ça me fait 212 millivolts. 212 millivolts max. Quelles sont les formules exactes? Alors, les formules exactes. P égale à WT. Alors, est-ce que je l'ai? Elle est là. P égale W divisé par T. Donc, c'est pas bon. P égale U2 sur R. P égale U2 sur R. La 2, elle est bonne. I efficace est égal à I max multiplié par racine de 2. Non, c'est divisé par racine de 2 ou multiplié par 0,707, mais hop, 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 c'est encore après, c'est encore après, c'est encore après. Là, voilà. Donc, c'est ici divisé par racine de 2. Donc, j'ai toujours que la 2 qui est bonne. Et W égale R, I, T au carré. Donc, c'est ça. Alors, ça, on revient à mon W qui est là. On va y arriver. Voilà. W, c'est P. Donc, la puissance multipliée par le temps. Ici, la puissance, c'est RI2. Mais le temps n'est pas au carré.
Donc le carré, il n'est pas au bon endroit. Donc il n'y a qu'une seule qui est bonne, c'est la 2. On y passe toujours un peu de temps à trouver où est le piège. Alors, on revient ici. Donc la tension efficace ici 10 volts, donc la tension maximum, je multiplie par 1,4, 14,1 volts. Valeur efficace d'une tension crête à crête de 68 volts, donc la crête à crête, il faut diviser par 2 pour avoir la valeur maximum, et je multiplie par 0,707 pour avoir la valeur efficace. Donc je fais 68 divisé par 2, multiplié par 0,707. Ça me donne 24 volts. Enfin 24 volts et des bananes. Et je choisis la valeur arrondie. Encore des formules exactes. P égale 8, ça je la connais bien. P égale W multiplié par T. Non, c'est l'inverse, c'est W égale à P multiplié par T. W égale R fois I fois T au carré. Non, c'est RI au carré fois T. Et ça, Q égale à C multiplié par U. Donc ça, donc c'est la 1 et la 4. 1 et 4. Quelle est la quantité d'électricité emmagasinée dans le condensateur? Donc mes condensateurs, mes condensateurs, les voilà. Donc ma capacité emmagasinée dans le condensateur, c'est Q, capacité, égale à C multiplié par U. Ma calculette, qui a encore disparu. Alors C, 1 microfarad, 1 exposant moins 6, multiplié par la tension 100 volts. Donc mon condensateur fait 100 microfarad. La quantité d'électricité, c'est 100 microcoulombs. On va y arriver. 100 microcoulombs. Le condensateur, il fait 1 microfarad. Quelle est l'impédance du condensateur? Donc, l'impédance du condensateur, c'est... Alors, hop, que je passe au slide suivant. Voilà. « 1 sur 2 pi fois F fois C. 1 divisé par... Alors, 2 pi, c'est 6,28. Multiplié par la fréquence, 15 exposant 6, multiplié par la valeur du condensateur, 1 exposant moins 9, puisque ce sont des nanofarads. Je ferme ma parenthèse et ça me donne donc 10,6 ohms. Yes. Capacité équivalente. Alors attention, ici c'est des nanos, ici des picots. Donc 0,01 nano, ça me donne 10 picots. Donc ça me fait en tout 35 picots. 35 picots. Quel courant I traverse la résistance? Donc j'ai 100 watts au primaire, donc forcément 100 watts au secondaire. Et donc I est égal à P sur U. 100 divisé par 50, ça me fait 2 ampères. Là, j'ai pas d'autres... Enfin voilà, il n'y a pas d'autres indices qui me permettront d'y arriver. Tension aux bornes de la résistance. Donc là, j'applique bêtement ma loi d'Ohm. Donc 40 ohms fois 15 milliampères. 40 fois 15 exposant moins 3. Ça me fait donc 0,6 volts. Je ne sais pas quelle est cette pile, mais voilà, une pile de 0,6 volts,
Je ne connais pas. Mais pourquoi pas? Ou alors c'est que sa résistance interne est très pourrie, elle est complètement au bout de sa vie, et ce qui fait que sa tension, la tension de bord de la résistance est ridicule. Je confirme. Et nous sommes bons pour cette deuxième série. Je reviens sur mon PDF. Hop. Et je vous souhaite à tous un très bon week-end et à la semaine prochaine. Bye bye.